Je suis Robert Hamann, je suis président de l'Eurométropole de Strasbourg et j'ai la chance de vous accueillir dans ces locaux le temps que les uns et les autres s'installent. Dire qu'on est ici dans l'hémicycle qui accueille, on est une collectivité très intégrée, donc les conseils municipaux de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg se tiennent ici, que vous êtes dans une salle où le public est au-dessus. Comme on est sur un territoire frontalier, nous avons des cabines de traduction, le cas échéant, quand nous avons des conseils municipaux strasbourgiens. Et que ce que vous voyez derrière, c'est Strasbourg stylisé. Ça apparaît pas à première vue pour ceux qui connaissent pas bien, mais c'est les principales voies et cours d'eau de Strasbourg, en particulier sur le secteur portuaire de notre ville et de notre territoire, puisque paradoxalement, ça aussi, ça s'ignore souvent, nous sommes reliés à la mer à travers le Rhin. Je vais vous dire quelques mots peut-être pour entamer les travaux d'aujourd'hui. Vous dire, vous l'avez vu d'ailleurs en entrant à travers la documentation qui existe, que la métropole de Strasbourg et la ville traitent du sujet de l'habitat et de l'habitat participatif en particulier d'une manière qui est assez importante. Vous en aurez des témoignages à travers la présence des collègues élus qui traitent de ces questions plus particulièrement. Je salue Alain Youn et Siamak Agababaye qui sont présents et qui participent à vos travaux aujourd'hui et qui pourront en faire témoignage. Je ne vais donc pas y passer trop de temps. Vous dire aussi que nous cultivons ici, peut-être parce que cette proximité de l'Allemagne, qui n'a pas que des avantages, mais qui a quand même quelques points sensibles, qui est d'aller vers des coproductions, vers quelque chose qui relève de coalition et non pas, je dirais, de l'effacement de différences. C'est d'ailleurs le mode de gouvernance que j'ai souhaité installer au sein de notre métropole, puisque nous sommes dans une coalition qui intègre la gauche, la droite, les Verts, et que le budget pour la 5e année consécutive a été voté à 84 voix sur 100 élus, et que nous sommes sur un budget à peu près d'1,5 milliard d'euros pour vous donner un ordre de grandeur, et que cela se passe plutôt bien. Mais ça se passe plutôt bien parce qu'on n'efface pas les différences et parce qu'on n'est pas comme dans un système qui est prôné aujourd'hui où on lisse tout et il y a juste une tête et rien derrière qui puisse exister. Au contraire, on essaye de faire en sorte que les sensibilités existent. Et d'ailleurs, si vous lisez la presse, elle s'exprime abondamment, y compris dans la critique et y compris dans la remise en cause quelquefois de choses, mais ça participe de la qualité du débat. Je salue aussi Jean Verlaine qui est présent ici. Et donc, cette addition et non fusion des identités politiques est porteuse de beaucoup de choses extrêmement fortes. Nous avons décidé évidemment en début de mandat d'avoir sur le logement une politique extrêmement volontariste. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 3400-3500 logements de construits chaque année, avec évidemment, je veux dire, une attention particulière pour le logement social et pour le logement que vous traitez aujourd'hui, qui est l'habitat participatif, mais d'une manière générale sur l'ensemble des nouvelles formes d'urbanisme et d'habitat qui essayent d'appréhender évidemment l'évolution des comportements de nos concitoyens. Et on voit bien qu'il y a là, mais vous en parlerez, monsieur, beaucoup plus savamment que moi, des choses qu'il faut impérativement observer. Je suis en train d'ailleurs de lire également un livre de Jean Viard sur les évolutions de la société à travers les études du CEVIPOF. Bon, on comprend bien, je veux dire, que nous avons besoin d'être extrêmement attentifs et de plus en plus près de ces réalités, si l'on ne veut pas être à côté de la plaque, si j'ose dire, dans les réponses que nous pourrions apporter. Les locataires s'impliquent dans la gestion des espaces communs de plus en plus. Les gens se regroupent pour vivre ensemble. Problème aussi quelquefois de pauvreté, pas seulement de choix, qui les amène à partager leur appartement. Mais l'appétence pour partager des jardins, pour faire en sorte que des terrasses, des ateliers, des chambres d'amis puissent être mises à disposition, je dirais, un besoin qui aujourd'hui se fait jour dans l'ensemble des constructions. Employer des matériaux pérennes, porter une attention particulière à l'empreinte écologique des constructions est aussi une idée du paysage et quelque chose qui aujourd'hui relève de l'audace des architectes, qui est absolument nécessaire et impératif pour pouvoir tenir l'ensemble des bouts de la pelote. Les habitants donc se rassemblent pour définir, concevoir, réaliser leur espace de vie et en tout cas traiter de la qualité. J'ai demandé au Conseil de développement ici de réfléchir
à ce qu'était une idée du bonheur dans les politiques publiques. Comment est-ce que les hommes politiques et femmes politiques, à travers leur politique publique, je veux dire, peuvent retenir un certain nombre de critères et un certain nombre d'approches qui fassent que l'on produise de la qualité de vie. Et c'est un sujet qui est assez intéressant, qu'on a plus l'habitude de voir traité dans les pays d'Amérique du Sud, et qui peut-être fait trop défaut chez nous, ce qui pourrait expliquer ici ou là quelques tensions entre les politiques et la population, ou en tout cas des formes d'incompréhension ou de distanciation par le fait qu'on ne réponde pas pleinement à cela. Je suis, pour ce qui me concerne, très intéressé, attaché, non pas là encore à copier, mais à observer ce qui se passe du côté allemand à travers les IBA, International Baustellung, je veux dire qui ont un sens extrêmement prononcé de la recherche et de la compréhension des usages et donc des comportements des usagers avant de commencer à construire. Et quelquefois, je me dis que dans notre pays, nous ferions bien de prendre le temps d'écouter, d'entendre, de rechercher quels sont les usages et leurs évolutions avant de construire, de manière à sauvegarder ce qui doit l'être et ce que nous voulons qu'il soit sauvegardé. Je pense en particulier évidemment à cette idée, la caricature à volonté, qui fait qu'on définit à un moment donné un certain nombre de logements. Quand on construit un quartier, c'est pas toujours le cas. Et puis, il y a après des usages qui viennent se rajouter, parce qu'on n'a pas pensé à installer un bureau de mairie de quartier, des toilettes publiques parce que ça manque et que les gens vieillissent et qu'ils en ont besoin, etc. Et puis, on va forcément prendre le petit bout d'espace vert qui existe parce que c'est la seule chose qui restera. On a une tendance assez générale en France à considérer que tout ce qui est public doit être à part du privé, alors que quand on regarde ce qui se fait dans un certain nombre d'autres pays, on essaye de mixer un certain nombre de choses et du coup, ça permet effectivement de mieux positionner les choses. Bien. Donc, on voit que cela, en tout cas, correspond à une demande de nos concitoyens. Et pour avoir traité dans le mandat précédent du dialogue public et pour avoir eu quelques responsabilités au niveau national, je veux attester du fait que les concitoyens sont des gens extrêmement raisonnables, qu'ils ne génèrent pas d'inflation, qu'ils ont une grande compréhension des limites budgétaires, et qu'en règle générale, je veux dire, ils sont, par rapport aux élus, d'une, comment je vais dire, pas du tout dans une forme de harangue ou de surenchère, mais bien au contraire, je dirais, dans une forme de raison qui est tout à fait intéressante à observer. Et ce dialogue citoyen doit pouvoir se faire, me semble-t-il, dans de bonnes conditions, dès lors qu'il est sincère et qu'il est amené avec les connaissances nécessaires pour que le dialogue ne soit pas trop déséquilibré entre techniciens et concitoyens, et que le mode de travail, je veux dire, soit élaboré au départ et les règles du jeu installées. Et donc, arriver à positionner des valeurs de mixité sociale, générationnelle, d'entraide, de convivialité au cœur des projets, je veux dire, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il y a quelques exemples, d'ailleurs, très très beaux du côté de Dupingen en Allemagne. Là aussi, je parle abondamment de cela parce que c'est à côté de chez nous et que si vous avez un peu de temps le week-end, pour ceux qui restent, il y a plein de choses à faire. Et qu'il y a, je dirais, une approche qui est peut-être un peu plus avancée que la nôtre. Mais la mobilisation du ministère du Logement devrait permettre à un plus grand nombre, et en particulier aux plus modestes, je veux dire, d'aller vers l'habitat participatif à l'intérieur de nos villes. C'est en tout cas le souhait d'un certain nombre de concitoyens. Encore faut-il l'aménager et de faire en sorte que, je veux dire, cela soit possible. Peut-être deux mots de notre collectivité, du moment où on se parle, avec un point d'actualité qui est assez intéressant puisque vous vous préoccupez d'urbanisme et de qualité de vie. Nous venons de passer avec l'État un contrat, un PPA, partenariat d'aménagement, qui vise à transformer notre autoroute A35 et A351 en boulevard urbain, 26 km à peu près. Et si on prend les espaces qu'on appelle des délaissés autour, ou d'autres appellent ça les plats de nouilles quand on est entre nous, mais c'est giratoire et entrée-sortie d'autoroute. Grosso modo, on est autour de 500-600 hectares de terrain qui pourraient être libérés. Et l'idée est d'essayer de penser les choses un peu comme cela a été pensé dans un temps passé à Berlin, c'est-à-dire de faire un parc urbain et de régénérer pleinement, je veux dire, sur Strasbourg, une coulée verte et bleue,
avec, je dirais, des territoires qui nous ramènent à des normes de pollution qui soient acceptables. Vous savez qu'on est, comme d'autres villes, sous le coup d'une menace européenne de sanctions, parce qu'au bord de l'autoroute et de la 351, nous sommes au-dessus des niveaux de pollution acceptables sur le plan européen et mondial. Donc nous entamons ce travail avec un appel d'offres qui vient de passer au journal officiel et qui, je veux dire, fait appel à un atelier des territoires qui sera lancé le 3 juillet, date où on délivrera le nom de l'équipe qui aura gagné cet appel d'offres. Au-delà de cela, nous avons une opportunité à côté de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin. Nous avons une aciérie qui s'appelle BSW, et depuis quelque temps, nous y travaillions pour savoir comment est-ce que nous pourrions récupérer la chaleur fatale de cette usine. Elle consomme à peu près, moyennement, quotidiennement, l'équivalent en électricité de la ville de Stuttgart, un quart à peu près de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et une bonne partie de cette chaleur part aux oiseaux. Les fours sont à 1600 degrés Celsius, et donc on voit bien le potentiel qu'il y a. On va démarrer, donc on a signé un protocole d'accord avec les autorités allemandes et françaises. On va démarrer par le fait de chauffer à peu près 4000 logements. Le potentiel pourrait aller jusqu'à 20 000 logements sur le territoire de l'agglomération. C'est donc un potentiel tout à fait intéressant. Nous allons signer tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je vous quitterai, quelque chose qui est plus traditionnel, un accord sur le financement de la rénovation du stade de foot. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Mais tout de suite après cet accord que je signe aujourd'hui, au titre de l'Eurométropole qui est propriétaire du stade, on va signer pour une très grande ferme d'aquaponie. Et là aussi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le fait que nos centrales de biomasse avaient de très grande qualité. On récupère le bois 100 km à la ronde, forêt allemande inclus d'ailleurs, de biomasse, pour faire en sorte que cette centrale puisse nourrir nos réseaux de chaleur. Et là encore, une chaleur fatale énorme qui sort de cette centrale. Et comme on est dans le cadre d'un appel à projet qui est Creux 3, évidemment, on ne peut pas multiplier les clients, faute de quoi nos clients locaux perdraient l'avantage de la TVA à 5,5. Il n'est pas interdit d'offrir la molécule et de faire payer le transport. Et donc, on a lancé un appel à projet pour qu'il y ait des candidats. Et nous avons eu une très belle surprise, en fait, de candidats qui, cet après-midi, vont dévoiler, ici, à 15h, le projet que je connais, mais d'une ferme aquaponique sur 1 hectare, 10 000 mètres carrés, ce qui fera une très grande ferme. L'aquaponie, c'est de la production de poissons dans des eaux les plus claires possibles. Les déjections de poissons créent de l'engrais pour les plantes vertes. Et on va faire ça donc sur un registre relativement important avec des centaines de tonnes de production chaque année. Tout cela fera l'objet d'un financement par un fonds financier américain, simplement parce que le fils du mec qui dépose le projet porte ce fonds à New York, et donc il a décidé de venir investir en Alsace. Et ça permettra d'embaucher une quinzaine de personnes, dont de nombreux handicapés. C'est ainsi que le projet est présenté. Et on travaille sur cette question-là au même moment où nous allons relancer l'usage de la chaleur fatale pour l'usine d'incinération. Nous avons bouclé notre programme dorénavant de récupération des eaux usées de notre centrale de traitement des eaux pour en faire du biométhane, et qui est compatible avec le gaz de ville, et par conséquent nous arrivons à chauffer aujourd'hui 5000 logements VVC à peu près à partir de cette usine de traitement des eaux. Et nous sommes sur je dirais, le point de sortir un Grenelle des mobilités qui fera la part belle au vélo, puisque l'ambition est de doubler le nombre de pistes cyclables. Vous savez qu'on est la 2e ville, c'est ainsi que le classement est arrivé l'autre jour, cyclable sur le plan mondial. En tout cas, on parle beaucoup de Paris qui doit être à 2-3%. On est, nous, sur l'agglomération à peu près à 10-11%, et on est sur le cœur de la ville à peu près à 40%. D'ailleurs, si vous circulez en ville, vous verrez que on ne peut pas échapper à l'angoisse du vélo, parce que ça circule un peu dans tous les sens et de manière quelquefois un peu anarchique. Mais en l'occurrence, ça marche bien. On souhaite doubler donc le vélo,
mais on va aussi faire un effort considérable sur les transports en commun, transports en site propre, et en particulier TAD, transport à la demande, puisque nous sommes en train d'observer là des choses qui sont arrivées sur le marché, magnifiques, du covoiturage rémunéré avec une start-up qui s'est créée qui s'appelle Caros, c'est écrit K-A-R-O-S, mais aussi avec Viavan, avec des nouveaux systèmes de transport à la demande tout à fait intéressants qui utilisent l'intelligence artificielle. Voilà un peu où nous en sommes. Et puis lundi, on sortira, j'espère, avec une note de 2A stable par un cabinet extérieur, ce qui veut dire que nos finances sont saines et que on votera le budget du compte administratif qui marque une amélioration de nos comptes. Et par conséquent, on est une collectivité plutôt heureuse en l'état, même si on se plaint toujours, mais au-delà de la plainte, je veux dire, il y a un certain nombre de constats qui nous rendent quand même heureux, parce qu'il y a de belles perspectives en vue et que nous avons de très très beaux projets et qu'on les vit ensemble. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour continuer à parler de cet habitat participatif qui est extrêmement important dans l'environnement général, je veux dire, du logement, et dans les attentes de nos concitoyens. C'est après tout notre boulot d'essayer d'y répondre le mieux possible. Merci de nous y aider.